bonsoir à tous. Merci d'être venus en nombre assister à cette conversation, à cette table ronde organisée à l'occasion de la parution de ce numéro exceptionnel de l'architecture d'aujourd'hui. Conversation aussi à l'occasion de cet événement à la Galerie Perrotin, cette exposition Oracle que Jean-Michel Othoniel présente actuellement. Et à l'occasion aussi de l'inauguration de cette œuvre fantastique qui est l'installation Alpha, cette fontaine en marge du Musée national du Qatar. Alors, l'architecture d'aujourd'hui qui consacre un numéro, un hors-série à un artiste n'est pas une chose totalement nouvelle. Il y a 3 ans, nous avons consacré un numéro à Carlos Cruz Diez et il était question à ce moment-là d'analyser, d'étudier comment un artiste pouvait intervenir dans un cadre architectural. Et quelques années plus tard, nouvelle expérience, un artiste vient vers nous et souhaite être l'objet d'un hors-série à l'architecture d'aujourd'hui. Et cette fois-ci, c'était un exercice beaucoup plus intéressant encore, puisque c'est un artiste qui cherche à toucher l'échelle architecturale. Et quand nous avons préparé cette publication, nous avons décidé de confronter Jean-Michel à 3 architectes, David Adjaye, qui n'est pas présent ce soir, Aldrik Beckman, qui est ici à ma gauche, et Lina Gottmey. Alors, si vous ne les connaissez pas, Aldrik Beckman, tu es architecte, donc tu as livré plusieurs bâtiments exceptionnels, notamment avec une première agence, Beckman NTP. Je retiens notamment la bibliothèque du campus Descartes, qui est un projet très étrange, avec une matérialité assez exceptionnelle. On a l'impression d'une motte de terre qui sort du sol. C'est un bâtiment qu'on a envie de toucher. C'est un bâtiment qui attire la main, un peu comme un paratonnerre à la foudre. Et ce bâtiment est assez exceptionnel. Et ensuite, tu as travaillé avec Jean-Michel à un projet qui est celui de la Monnaie de Paris. Vous avez participé ensemble au concours pour la restructuration et la transformation de cet édifice en bord de Seine. Malheureusement, vous n'avez pas été retenu, mais en tout cas, vous êtes fort de cette collaboration-là. Lina, tu es également architecte. Tu es l'auteur d'un très beau musée en Estonie, le Musée national d'Estonie, que tu as réalisé avec tes anciens associés. Ce projet a eu un prix assez exceptionnel, le prix AFEX. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme barbare, c'est architecte français à l'export. Et donc ce prix récompense les réalisations d'architectes français à l'étranger. Et il était évident que ce projet obtienne un prix tant il est sensible et tant il s'inscrit avec perfection dans ce territoire et cet environnement. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, années, tu voles de tes propres ailes au sein de ton agence et tu travailles à un projet étonnant, un projet de tour à Beyrouth, où tu travailles la matérialité, la matière, le béton. Tu as imaginé un instrument, un peigne, pour créer des aspérités dans ce béton et le faire vibrer. Voilà pour les présentations. Jean-Michel Othoniel, je ne vous présente pas, je pense que vous êtes la star du jour, l'artiste, oui, le héros de notre conversation. Alors avant de rentrer un petit peu dans la conversation, j'aimerais vous poser une question qui me brûle les lèvres, qui est en lien avec l'actualité brûlante, si je peux me permettre, qui est l'incendie, le triste incendie de Notre-Dame, et surtout l'annonce d'un concours d'architecture. Alors j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet-là, et si vous souhaitez y participer, et si oui, pourquoi, et sinon, pourquoi? Peut-être Jean-Michel, le premier. Oui, alors c'est une question qui, moi, qui m'a beaucoup surpris. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la rapidité de tout ça, c'est-à-dire pourquoi un concours tout de suite alors que les cendres sont encore chaudes, pourquoi tant d'argent si vite. Tout ça m'a beaucoup perturbé parce que je trouve qu'il y a un vrai questionnement dans cet incendie. Il y a des notions fortes, je trouve, qui sont peut-être la notion du sacrifice. Qu'est-ce qu'on a sacrifié là, nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, incapables d'éviter un incendie qui n'a pas eu lieu pendant toutes ces années. Pourquoi nous, aujourd'hui? Et puis, si on est croyant, en pleine Semaine Sainte,
un sacrifice aussi important d'une des plus grandes cathédrales au monde, qu'est-ce que ça veut dire? Donc moi je trouve que toutes ces questions-là, qui sont des questions profondes, qu'est-ce qui a brûlé? Ce qui est brûlé évidemment c'est la nef, c'est ce bateau dans lequel normalement les âmes s'envolent. Personne ne se pose ces questions, on est tous là à se dire on veut reconstruire vite, on a 5 ans. Et moi je pense qu'au contraire il faudrait regarder cette béance, regarder cet effroi, et essayer de prendre conscience de ce qu'on est en train de se dire à nous-mêmes ou ce qu'on nous dit. Et je trouve que ça m'a beaucoup choqué, cette espèce d'urgence à vouloir tout effacer comme si c'était un simple graffiti comme ça sur un mur, et hop, on nettoie et on recommence. Je trouve ça assez choquant parce que je trouve qu'il y a des vraies questions qui se posent à travers un incendie comme ça. C'est comme le 11 septembre, par exemple. Et j'espère qu'on ne va pas rater la reconstruction de Notre-Dame, comme, à mon avis, a été ratée la reconstruction des Twin Towers. Parce que je trouve qu'on n'a jamais remplacé ce symbole. Ça a jamais été, on n'a pas su recréer un autre symbole des Twin Towers. Et je pense que là, moi, mon sentiment, c'est celui-là. Donc pour l'instant, c'est plutôt d'être en retrait, de me laisser submerger par cette émotion, de me laisser porter par cette douleur et me dire maintenant, peut-être, oui, il faut peut-être faire quelque chose, mais je suis pas sûr. C'est très très difficile, je pense, d'intervenir comme ça tout de suite après l'incendie, quoi. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Après, l'histoire des cathédrales, ça a toujours été de brûler et d'être construites. Ça a toujours existé. Et c'est comme ça qu'elles sont passées du roman au gothique, et peut-être qu'elles peuvent passer du gothique restauré à quelque chose d'autre, j'en sais rien. Moi je suis pas, c'est pas une position réactionnaire, c'est juste une position où je me dis, il faut savoir, l'exposition s'appelle Oracle, je crois qu'il faut savoir regarder les signes. Et nos amis architectes, qu'en pensent-ils? Lina, peut-être. C'est vrai que, en fait, ce moment, cet événement, c'est un moment de questionnement. En fait, c'est ce qui est incroyable, c'est que dès qu'on vit un désastre ou un événement, une guerre ou un incendie, c'est un moment où il faut se poser et se questionner l'espace, et ça part au-delà même de l'architecture comme domaine. Il ne s'agit pas de construire du matériau, il s'agit de réfléchir à la construction dans un lieu qui est complètement ravagé aujourd'hui. Et moi, mon premier ressenti était, j'avais un envie d'aller voir, en fait, d'aller voir à l'intérieur, c'est-à-dire de ressentir ce qui s'est passé réellement dans ce lieu avant même d'imaginer comment on peut rétablir ou pas dans un tel lieu. Et je pense que c'est quelque part l'émotion qu'on recherche, c'est un peu d'aller au-delà de l'architecture, de penser à l'art aussi en construisant. Donc c'est vraiment cette ouverture de différents domaines que cet événement peut suggérer. Et je suis assez, pareil, en fait, quelque part, en même temps, je suis assez heureuse d'une certaine façon, parce que je me dis, finalement, l'architecture, elle occupe un rôle important dans la société, parce que tout de suite, après cet événement, il y a eu un appel à projet. Donc tout le monde s'est posé la question, a fait appel aux architectes. Donc les architectes, quelque part, reprennent une certaine place aujourd'hui, alors que finalement, on cherche cette place encore aujourd'hui. Donc c'est un moment aussi de contradiction qui est assez intéressant à la fois. Et j'étais aussi étonnée d'avoir des appels, en fait, de théologiens ou des gens religieux qui m'ont appelé et qui m'ont dit « Vous allez participer à ce concours, dites-moi ». J'étais là. C'est même pas encore lancé qu'il y a tout de suite cet engouement autour de ce qui s'est passé comme un événement. Et Aldric, est-ce que... Oui, c'est un peu comme dans une famille, quand la vieille grand-mère décède, finalement on n'a pas le temps du deuil, tout le monde se chamaille, parce que l'héritage, le machin. Et là, tout le monde veut s'accaparer l'héritage de cette cathédrale, tout le monde veut prendre la parole, il y a toujours le cousin et l'oncle qui se confrontent. Enfin, on est vraiment dans ce brouhaha, ce tumulte qui est insupportable. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse notre deuil. Et le deuil, ça prend du temps avant d'être dans l'action. Et ce temps va nous permettre de réfléchir,
dans des intuitions et on va pouvoir s'exprimer tous calmement, mais ne précipitons pas les choses. Quand j'entends certains architectes qui disent « me voilà, je suis prêt », non, je pense que c'est une grave erreur. Oui, parce qu'on voit même des dessins déjà qui apparaissent sur les réseaux sociaux, de projets de tours et autres. Et je pense aussi à une autre question, moi, que je trouve importante, c'est la question des périodes successives, parce que tout le monde pense à Notre-Dame comme si c'était une architecture gothique. Et le néo-gothique n'est pas du tout... Alors on est très content de remplacer cette chose faite par Viollet-le-Duc, qui était cette flèche, alors qu'elle a son histoire. Je veux dire, si on aime autant Notre-Dame aujourd'hui, c'est parce que les romantiques s'en sont emparés. Ils en ont fait des histoires, ils en ont fait des romans, ils en ont fait des peintures, ils ont fait des meubles. Et tout ça, on a l'impression qu'on a oublié qu'en fin de compte, le gothique ennuyait tout le monde il y a 200 ans et qu'il y a eu une espèce de mode et que c'est sur cette mode-là qu'on construit notre amour d'aujourd'hui, et on a envie de balayer tout ça en disant le néo-gothique c'est ringard. Moi je pense qu'il y a ici peut-être cette période-là, alors qui n'est pas forcément appréciée des architectes, mais je pense qu'il faut quand même la regarder. Alors vous avez cette sensibilité, en tout cas à l'égard de l'architecture. Votre travail entretient une très belle intimité, même avec l'architecture. Vous avez travaillé avec Tadao Ando, avec Kengo Kuma. Et puis votre manière de créer vos œuvres, l'échelle à laquelle vous travaillez, vous amène à passer progressivement à une échelle proche de l'architecture. Aujourd'hui, vous présentez à la Galerie Perrotin l'Agora, qui est un abri où les uns et les autres peuvent se réfugier pour converser. C'était, je crois, votre idée. Comment analysez-vous ce passage dans votre travail de l'objet à l'échelle architecturale, de l'échelle de l'objet à l'échelle du bâtiment? Comment vous analysez ce passage? Comment vous l'expliquez? C'est plus une métamorphose qui a pris de nombreuses années. Je crois que c'est né aussi du désir ce que j'admire dans l'architecture, c'est le fait que ça soit dans la rue, que ça parle à tout le monde, que ça soit en première ligne, chose que nous on n'a pas forcément en art. On est plutôt dans des galeries, dans des musées, chez des collectionneurs, dans des fondations. Donc on n'est pas... et moi j'avais découvert avec le kiosque des Noctambules Place Colette, justement, cette confrontation avec un public qui n'est pas le public des musées, qui est un public populaire. Et je trouve qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, descendre dans la rue, c'est quelque chose d'important, je pense, de plus en plus d'ailleurs. Et ce désir de faire un peu comme les architectes, même si c'est pas de l'architecture, et peut-être mon rêve c'est de faire de l'architecture, mais plus tard, de faire des sculptures habitables, c'est justement de jouer à côté des architectes ce rapport à un public, à un grand public. Comment vous appréhendez ce désir d'architecture chez un artiste en tant qu'architecte? Moi, je vois moins la limite entre les deux, quelque part, en fait, parce que finalement, quand je vois le travail de ces sculptures, par exemple, c'est vraiment un travail d'espace, et c'est une échelle d'espace, finalement. On sculpte l'espace et ça sollicite le corps dans la ville, le corps dans une galerie. Donc, il y a forcément une dimension architecturale dans l'art. Après, c'est une question d'échelle, probablement, entre l'objet et le lieu habitable, ou aussi même une question de protection. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un lieu qui nous protège du climat? C'est un rapport à l'extérieur qui peut graduer entre une œuvre artistique jusqu'à un bâtiment, une architecture. Aldric, tu veux réagir? Oui, généralement, l'architecture, c'est un process qui est lié à une commande. Je ne vais pas m'amuser à réfléchir à un bâtiment si je n'ai pas un interlocuteur, un client. Et on va effectivement essayer de réfléchir cette commande en travaillant des jeux de forme. Moi, je défends l'architecture liée à un travail de forme. C'est vrai qu'il y a plein de données d'entrée.
un programme, un contexte, etc. Mais à la fin, pour faire architecture, on va faire forme. Et c'est là où tout d'un coup, on arrive sur des terrains qui sont très cousins, très liés au monde de l'art. Il y a de la sculpture, il y a du land art, il y a même de la peinture. Enfin, tout ça peut s'entremêler. On va aller puiser nos émotions un peu là où on le souhaite. Et c'est comme ça que tout d'un coup se créent des rencontres. Mais moi, je pense qu'un architecte n'est pas un artiste. Inversement, un artiste n'est pas un architecte. Et tant mieux, ça nous permet d'avoir des moments un peu comme ça de grâce où on va se croiser, se rencontrer et pouvoir échanger sur plein de sujets que je pense qu'on va évoquer ce soir. Oui, on va les évoquer. Dans nos échanges, à un moment est intervenue cette notion de monumentalité. Est-ce que cet appétit pour l'architecture ne traduit pas un goût pour le monumental ? Oui, peut-être. C'est vrai que peut-être, et en même temps, il y a des architectures qui sont pas monumentales et qui sont bouleversantes, et des sculptures aussi qui sont pas monumentales. Donc, je sais pas s'il y a un appel. Si les deux sont forcément liés. Le monumental est plus, je pense, lié à une envie de se surpasser soi-même en tant qu'artiste. C'est-à-dire moi, j'ai commencé vraiment par des choses toutes petites qui faisaient 3 cm par 3 ou 6 par 6. Et 30 ans après, voilà, je travaille sur 1 km² de lagon avec 114 sculptures. Enfin, il y a un passage comme ça, un basculement qui s'est fait. Mais je pense que la monumentalité, elle n'est pas forcément dans la taille. Elle est plutôt dans un positionnement justement sur cette notion de rêve ou d'émerveillement qui amène pour moi amène la monumentalité. Mais est-ce que c'est pas aussi quitter le statut d'objet qu'on peut posséder En même temps, moi j'ai toujours essayé de faire des objets qu'on ne pouvait pas posséder, c'est-à-dire soit trop fragiles, soit trop grands, soit trop éphémères. Donc il n'y a pas de... non, cette idée de la possession de l'œuvre d'art, ça c'est encore autre chose. Oui. Et comment tu réagis à ces questions d'échelle et de monumentalité ? C'est intéressant la question de l'objet, parce que finalement, quand on parle de l'objet, on peut même voir les bâtiments comme des objets possédés par des commanditaires ou par des personnes qui les commandent et qui les veulent comme des objets dans la ville. Donc forcément, c'est pas une question d'échelle, en fait, la monumentalité, c'est plutôt pour moi la question de l'émotion. C'est le rapport émotionnel qu'on peut avoir à une œuvre ou bien à un bâtiment ou un espace, et c'est dans la force de cette émotion, de cet attachement qu'on peut avoir dans cette expérience sensorielle qui peut émerger, qu'on ressent une certaine monumentalité, parce que c'est un rapport à l'univers en fait qui se crée, une intuition forte qui émerge entre l'humain et cette œuvre qui est créée, peut être un espace, qui peut être un tout petit objet qui nous sollicite une mémoire quelconque qu'on a vécue et qui finalement sollicite une monumentalité en soi. Et on peut tout à fait être devant un bâtiment très grand de taille et ne pas ressentir du tout la monumentalité. Alors c'est ces questions des sens et des sentiments. Qu'est-ce que vous voulez réveiller chez l'observateur qui approche, qui touche vos œuvres ? Qu'est-ce que vous voulez provoquer chez lui ? Je pense qu'il y a ce qui est assez important, et je pense qu'on se retrouve tous les trois sur ce sujet, c'est quand même la notion poétique. Il y a un moment donné où cette notion poétique, elle devient vitale. C'est ce qui nous permet d'accepter le monde, de vivre et de survivre parfois. Donc c'est vraiment cette bouffée d'air, ce côté qui fait qu'on on voit le monde plus grand que soi. Il y a une sorte d'élévation poétique. Et ça, je pense que moi, c'est ce que j'aime dans leurs travaux à tous les deux. Et j'étais ravi qu'on collabore justement dans cette revue parce que je pense qu'il y a ce rapport au poétique qui est présent.
Alors, quand on a échangé ensemble, moi j'étais très surpris à un moment. Alors vous m'avez expliqué un peu tous les paradoxes que vous souhaitiez travailler, cette solidité de ces amas de briques que vous travaillez, mais en même temps ces briques sont de verre et sont extrêmement fragiles. Et puis en conversant ensemble, au-delà de tous ces paradoxes-là, vous vouliez créer aussi un sentiment de frustration pour que l'observateur revienne presque indéfiniment, revoir l'œuvre, et que pour trouver la réponse qu'il cherche ou la solution qu'il cherche à travers la proposition que vous... Il y avait cette œuvre, cette grotte bleue, trop petite pour y entrer, et vous avez évoqué à travers cette œuvre ce sentiment de frustration. Est-ce que vous pouvez en dire davantage sur ce oui, point? Ça c'est une chose que j'aime faire. J'aime en fin de compte qu'on ait créé un désir, et donc qui passe par un désir inassouvi chez l'autre. C'est-à-dire qu'on continue de rêver. C'est évidemment que si, quand on voit une petite grotte comme ça, bleue, avec une petite porte, et on aimerait rentrer, mais on ne peut pas rentrer, parce que si on rentre, on va briser les briques et elle va se casser. Ou il y a des colliers dans les arbres qu'on aimerait porter, mais ils sont tellement grands qu'on ne peut pas les porter ou pas les atteindre. Ce rapport au désir comme ça qui est loin de nous et qu'on aimerait. Et je trouve que c'est dans cette tension il se passe quelque chose. C'est vrai que si on pouvait, cette idée aussi de possession, de posséder l'espace, mais pour moi, il faut qu'une œuvre d'art vous échappe toujours pour qu'on y revienne justement. Aldric, est-ce que tu te retrouves dans ces propos? Oui, parce que finalement, le désir, c'est l'une des notions, on en a beaucoup discuté avec Jean-Michel, l'une des trois notions essentielles du merveilleux. Le merveilleux interroge trois notions qui sont le désir, la vie et l'être. Et finalement, toutes ces notions, en commençant par le désir, vous amènent vers une projection, vers une envie de connaissance, ou d'améliorer votre connaissance. Et je pense que c'est essentiel que toutes ces émotions provoquées, réfléchies, puissent vous amener vers des questionnements qui vous permettent d'avancer. Et c'est là où toutes ces manipulations de l'esprit que génère Jean-Michel par une grotte, une vague, de la fragilité dans les matières, va vous emmener vers ces questionnements autour d'un désir, sûrement. Comment vous avez travaillé ensemble au projet de la Monnaie de Paris? Oui, qu'on voit là derrière nous. Qu'on voit derrière nous, oui. Quand il y a eu cet appel d'offres, pour moi, il était hors de question d'envoyer une candidature tout seul. Et j'avais la chance déjà de connaître Jean-Michel à cette époque, et très vite, je me suis dit que c'était la personne essentielle avec qui on pourrait ensemble faire une proposition forte. Pourquoi ? Parce que déjà la Monnaie est un lieu qui est très mystérieux par son architecture, parce qu'il y a énormément d'époques et qu'il y a même un énorme front bâti utopiste sur le front de la Seine. Et derrière ces énormes portes, vous avez un artisanat ancestral qui manipule des matières précieuses pour frapper toutes ces très très belles pièces. Et je voulais qu'on puisse avoir une équipe qui relie toutes ces notions d'artisanat, d'architecture, de mémoire. On parlait tout à l'heure de monumentalité. La monumentalité interroge la mémoire. C'est vraiment le lien entre le présent, le passé et le futur. Et voilà, donc de cette évidence, on en a discuté ensemble, et plutôt que d'avoir une intervention artistique qui vienne, comme on le voit trop souvent, a posteriori d'une œuvre déjà réfléchie, architecturale, voilà, on s'est tout de suite dit, on va faire le projet à quatre mains. Et donc on était assis l'un en face de l'autre, avec nos petits bouts de calque, le programme, et tout d'un coup, une sorte d'intuition cultivée, de réflexion par rapport au site, nous a amené à cette proposition qu'on revendique vraiment ensemble. C'est-à-dire que c'est cette joie de ces instants, un peu, de ces petites fulgurances qu'on a pu avoir et qui sont précieuses.
Et je reviens sur le merveilleux, Lina. Est-ce que dans ton travail, tu mobilises ce concept ou cette notion de merveilleux et de quelle manière le fais-tu ? Je ne sais pas si c'est directement le merveilleux, dans le sens, ou plutôt en fait le rapport humain ou l'humanisme quelque part qu'un projet, qu'un bâtiment peut impliquer ou peut générer. Le rapport au corps, le rapport aux gens, le rapport à l'humain en fait, et de le sublimer de façon à ce qu'il y a toujours un ressenti fort dans le lieu, qu'on se sente presque dans l'amour de ce lieu en fait. Vous parlez tout au début de cette envie de toucher les bâtiments. Je trouve ça c'est important parce que ça rapporte en fait, ça retisse le lien aux espaces dans lesquels on se retrouve. Donc c'est plus dans ce sens-là, dans le désir d'être dans des lieux et de construire des endroits désirables qui donnent l'envie de jouer, en fait, de s'émerveiller. Alors tu me parles de la matière, j'ai envie de rebondir sur ces briques de verre qui aujourd'hui sont en métal, avec l'agora qui est composée de ces éléments d'aluminium. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette relation à un matériau basique, primitif, qui est la brique ? Dans peut-être l'image d'avant, dans le projet avec Aldric, oui. Il y avait déjà ce rapport à la matière, puisque l'idée c'était de reprendre cette résille donc très sensuelle, entièrement sculptée à la main, avec les marques des doigts dans les anneaux, et puis toutes ces incrustations de choses qu'on aurait pu faire avec les artisans, et donc revenir à cette idée de justement du toucher, du sensuel, et montrer que derrière une porte comme ça, faite d'une grande grille, il y aurait pu avoir tout ce vécu en fin de compte, et qu'on allait s'émerveiller justement de toute cette virtuosité et de tout ce savoir-faire. Donc il y avait déjà ça dans ce projet, et c'est une chose que j'avais expérimenté aussi dans le kiosque des Noctambules, où les formes sont sensuelles, qu'on peut toucher les grilles, on a envie de les toucher, de les caresser. Donc ça, c'est quelque chose qui continue, et dans le projet donc de l'Agora, qui est ici à la Galerie Perrotin, donc qui est faite de toutes ces briques empilées, qui elles-mêmes sont faites d'un inox, mais que j'ai traité de façon très douce, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de côté satiné comme ça, justement, qui appelle la caresse, et qui est un peu antinomique avec l'idée de la brique, mais je pense que c'est une chose qu'on retrouve aussi dans ton travail, quand justement Lina peigne les façades comme ça, il y a ce rapport à une sensualité qu'on n'attend pas sur un bâtiment, par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire de peigne, de traitement du béton qui est très, très originale ? Donc, on a quelques images là sur ce bâtiment-là, on voit aussi sur les prochaines images. Donc ça, le bâtiment émerge comme une sculpture. Donc il y a un côté un peu aussi de sculpture dans la ville, mais qui reproduit quelque part aussi la réglementation urbaine et fait émerger une forme invisible qui devient visible tout d'un coup. Et il y a tout ce rapport à la terre que je voulais faire apparaître dans ce projet, qui a aussi, parce qu'il se retrouve à Beyrouth, il y a le rapport à la mémoire, à la terre dans laquelle il émerge. Beyrouth a été enterré 7 fois au bout de son histoire, donc le rapport au sous-sol, à l'archéologie. Et là, c'est tout un travail de projection de matière, de terre, bien sûr avec plein d'autres adjuvants pour que ça accroche sur la façade, qui a commencé par un travail de la main dans mon atelier, où on a fait une petite maquette en argile peignée avec une fourchette. Donc c'est un peu ce rapport à la main, finalement, que j'ai voulu traduire sur une échelle architecturale, et retravailler sur un peigne de 3,5 mètres. Donc c'est une sorte de peigne en métal, en fait, dessiné sur 3,5 mètres de hauteur, qui a été installé sur les hauteurs du bâtiment et fait à la main par des artisans sur la façade. Donc c'est vrai que dès lors qu'on emploie un processus artisanal de la main, il y a un rapport émotionnel qui se crée dans la ville et dans l'échelle, dans ce cas-là, architectural. Donc il y a beaucoup de gens qui réagissent finalement au bâtiment, qui
qui se posent la question, c'est quoi? Parce qu'on ne voit pas des traces d'industrialisation, on ne voit pas des traces de moules finalement qu'on peut avoir mis pour construire le bâtiment. C'est la beauté des imperfections. Oui, même s'il y a une répétition, on ne voit pas la répétition. Finalement, tout a un lien, c'est-à-dire que finalement c'est la fierté des gens qui vont faire tout ça. C'est-à-dire que c'est vrai que avec Jean-Michel sur l'hôtel de la Monnaie, on voulait avant tout que les gens qui occupent le lieu soient fiers de leur futur bâtiment, parce que finalement ils l'ont fait. Et finalement c'est ce qui se passe à Beyrouth avec ce bâtiment qui est magnifique. Il faut vraiment, enfin, si vous avez l'occasion d'y aller, on a eu la chance d'y aller récemment. C'est cette fierté. Et ce qu'a tué la modernité d'après-guerre, dans une sorte de table rase de la mémoire, de table rase de l'artisanat. Aujourd'hui, on essaye, chacun un petit peu à notre manière, finalement, d'essayer de le faire réémerger dans une grande fierté, dans un devoir partagé, que ce savoir doit perdurer, et peut-être aussi continuer à réfléchir, à trouver d'autres issues, briques en verre, briques en inox sablé, béton peigné, enfin il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais il faut vraiment qu'on continue à solliciter, à faire perdurer ce besoin et cette envie d'artisanat qui va s'élever. Mais il est encore possible en France Bien ou pas? sûr. Il faut aller les chercher. Dans des économies raisonnables? Bien sûr, non, il faut aller les chercher, il faut les solliciter, il existe plein de gens. Ça revient, de toute façon, à ta première question autour de Notre-Dame. On va aller chercher des tailleurs de pierre, les compagnons du devoir sont des gens fantastiques. Je sais que Ricciotti aime bien dire que le vocabulaire, quand on exprime une façade aujourd'hui d'un bâtiment, c'est totalement appauvri. On est capable, avec que quelques mots, de pouvoir décrire un bâtiment. Moi, je partage cette envie de retrouver des mots, de retrouver du langage, ce plaisir très d'un homme que j'aime bien, de Roland Barthes, autour du langage. Il faut y aller, il faut réactiver tout ça. Et je pense c'est un peu notre lien commun à tous les trois aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez quand même nous raconter un petit peu l'histoire de cette rencontre avec les briques? Parce que je la connais maintenant, mais peut-être que... Il faut acheter... oui. Non, l'histoire avec les briques, en fin de compte, oui, c'est une histoire qui a commencé, et je m'en suis rendu compte là, il y a très longtemps. Ça a commencé dans ma première exposition à la galerie Guylaine Husneau dans les années 90, et même avant, j'étais fasciné par le petit pan de mur jaune de Marcel Proust, dans la peinture de Vermeer décrite par Marcel Proust. Et donc j'avais commencé à faire toute une série de briques en soufre, dans cette espèce d'utopie de recréer un jour ce petit pan de mur jaune. Et puis je ne l'ai jamais fait. Les années ont passé, j'ai oublié ce petit pan de mur jaune, et en allant en Inde, il y a quelques années, où je rêvais d'aller depuis une dizaine d'années, mais c'était très compliqué d'aller travailler dans ce village en Inde pour justement voir les artisans, travailler avec eux, comprendre leur savoir-faire, puisqu'on souffle le verre en Inde comme il y a 2000 ans, et donc les briques que vous avez dans l'exposition ici à la galerie sont faites comme ont été soufflées comme elles auraient été soufflées il y a 2000 ans, avec les mêmes impuretés, les mêmes couleurs un peu fragiles, parce que ce sont des pigments naturels. Et donc quand j'étais en Inde, je me suis laissé émouvoir sur les voyages comme ça entre Delhi et Firozabad, qui est cette ville des verriers. Tout le long des routes, il y a des piles de briques que les gens achètent au fur et à mesure de leur économie pour un jour construire leur maison. Et quand ils ont assez de briques, ils construisent la maison. Donc il y a ces piles qui sont des piles un peu en attente, comme ça, comme des piles de rêve, des piles d'espoir, mais d'espoir, je dirais, qu'on a tous en nous, c'est-à-dire un jour construire sa maison. Et quand je suis arrivé à Firozabad, je me suis dit, je vais faire des briques, ça me semblait évident, au lieu de faire des perles, que ce que je faisais jusque-là. Et donc j'ai repris ce petit pan de mur jaune qui est devenu un petit pan de mur ambre, et je l'ai recréé pour l'exposition au Centre Pompidou à l'époque, alors sous forme
d'une sorte de grand parallépipède comme ça, de briques qui s'élevait dans le département des enfants à l'entrée de l'exposition. Et puis j'ai continué à travailler avec ce nouveau module, en fin de compte, qui est en même temps un module qui existe partout, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, qui est une sorte de dénominateur commun à toutes les religions, ça existe aussi bien en Chine qu'en Afrique, dans les pays du Nord, aux États-Unis. La brique est quelque chose en Inde, qu'on trouve partout. Donc c'est quelque chose qui nous parle, ces proportions-là, elles parlent à tellement de gens dans le monde que ça me semblait être aussi un dénominateur commun, comme pouvait l'être la perle. Et donc j'ai commencé ce travail sur les briques. Et de là, évidemment, il y a ce passage à l'architecture, se dire... voilà, et donc la Grande Vague, par exemple, qui a été l'œuvre la plus grande que j'ai faite en briques de verre, qui fait 15 mètres de long sur 6 mètres de haut, où il y a 10 000 briques de verre qui sont faussement empilées, donc on a l'impression qu'elles sont les unes structurellement les unes sur les autres, mais en fin de compte, il faut imaginer que derrière tout ça, il y a la même vague, mais en métal, qui vient permettre de supporter toutes ces briques. Elles sont enchâssées comme des bijoux dans une grande structure métallique, et on a l'impression d'un mur de briques qui s'effondre ou qui est figé en tous les cas. Lina. Alors, je ne connaissais pas cette histoire, ça fait très plaisir parce que je sache que Olivier Mossé, toute sa réflexion est partie du petit mur jaune. Ah oui. Ouais. Donc, Lina, j'avais l'impression que tu voulais réagir à cette histoire. Sur deux choses, en fait, au début sur la question du coût, en fait, de finalement faire intervenir la main. Je pense que c'est totalement l'inverse aujourd'hui, parce que finalement, on revient à des bâtiments ou à des constructions écologiques. On est obligé aujourd'hui de penser l'environnement, et finalement, quand on cherche les constructions réellement qui ont une portée écologique et qui ont une forte inertie d'enveloppe de bâtiments, nous ramènent à des constructions faites à la main, ou des technologies vraiment qui sollicitent la main dans leur construction, comme la terre par exemple, comme un procédé de construction, mais aussi la brique. Aujourd'hui, on vient de remporter un concours pour une construction brique, et on revient parce que c'est un bâtiment qui va être à zéro consommation, un bâtiment complètement passif, et on revient à construire le projet brique par brique, et revient par exemple à faire revivre finalement 3 briqueteries dans un environnement pour construire ce projet-là. Et du coup, finalement, c'est un coût moindre. C'est totalement l'inverse, en fait, parce qu'on a un moins d'impact sur l'environnement, parce que le coût de maintenance du bâtiment devient moins important. Donc, l'art et la main deviennent essentiels pour une meilleure construction durable. Est-ce que ce n'est pas un surcoût, ce travail de la main dans l'économie d'un projet architectural ? C'est pas un surcoût, parce que sur une économie globale, finalement, ça participe à avoir un bâtiment impact zéro. Donc, dans sa maintenance, c'est un bâtiment qui consomme beaucoup moins. Et dans le coût global, en fait, du projet, c'est totalement l'inverse. C'est à coût moindre. Alors, je voulais changer un tout petit peu de sujet. On l'a un peu évoqué avec la Monnaie de Paris. C'est comment vous envisagez la relation de l'artiste et de l'architecte ? Comment concevez-vous ensemble des projets ? Comment on travaille aussi cette notion de droit d'auteur, qui est l'auteur du projet, comment vous complétez vos compétences les uns les autres ? Comment vous intervenez ? Ou est-ce que c'est le 1% artistique où l'artiste arrive à la fin et pose son œuvre ? Beaucoup d'architectes dénoncent ce 1% artistique, cette manière de faire le 1% artistique aujourd'hui. Oui, parce qu'on l'a vu lors des dernières décennies, le 1% artistique amène très souvent à des réponses très beaux-ardiennes, c'est-à-dire qu'il y a un espace, on va y poser au bon goût du directeur de l'école ou du maire de telle ou telle ville, une œuvre sur un mur, etc. Par contre, quand on arrive à prendre les choses vraiment en amont, nous c'est ce qui se passe en ce moment sur la gare d'Aulnay. On a la chance de faire une des gares de la nouvelle ligne de métro qui va faire le tour de Paris, donc ce qu'on va appeler le Grand Paris Express. Et il y a eu
menée par José Manuel Concalves, qui dirige le 104, un appel à artistes. Et tout de suite, on a tout de suite incité à ce que les mariages soient faits entre les artistes qui se proposaient d'intervenir et les architectes. Donc là, nous, on travaille avec Berger et Berger, qui ont déjà eux-mêmes, dans leur démarche, un pied entre l'architecture et l'art. Et finalement, ma première réflexion, c'était de leur dire, vous faites ce que vous voulez. Vous avez ci, vous avez... Enfin, voilà. Et évidemment, c'est à chaque fois une surprise, c'est-à-dire qu'ils vont intervenir là où vous ne pensiez absolument pas qu'ils pourraient faire quelque chose. Donc eux, ils ont choisi d'intervenir sur... On a 2 jardins, ils ont choisi de faire les jardins. Donc le paysagiste viré, et ce sont les artistes qui prennent la place. Avec grand plaisir pour moi, parce que tout d'un coup, ça emmène dans la gare dans une rêverie différente par rapport au temps, par rapport aux saisons, parce qu'il se positionne en tant qu'artiste pour faire un jardin, avec tout le rôle important du jardin. Donc voilà, dès qu'on est en amont et qu'on laisse la liberté et l'écoute, au contraire, ça devient très très fructueux. C'est-à-dire, oui, le 1%, ça vient de loin. C'est quelque chose qui correspond à une époque. C'est vraiment une époque où l'art était... c'était la tapisserie, c'était les choses en céramique collées contre le mur, donc avec des grands artistes comme Léger, qui ont pu faire, qui correspondaient à ce sentiment de l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous les artistes en général avec qui moi je parle, on a envie d'être au début, ce que décrit Aldrich, c'est-à-dire de réfléchir ensemble, de se positionner ensemble sur des espaces, et puis de se croiser et d'évoluer ensemble. C'est vrai qu'il n'y a plus... on n'a plus envie d'être la cerise sur le gâteau en tant qu'artiste. C'est sûr qu'on n'a pas envie d'arriver au dernier moment et puis voilà, on met une œuvre d'art, comme d'ailleurs dans les places publiques. Maintenant, je pense qu'on parle plus d'espace plutôt que d'œuvres sur socle posées devant tel ou tel monument. Je pense qu'il y a quand même une conception globale qui est beaucoup plus riche quand on commence dès le départ, ça c'est sûr. C'est probablement aussi penser à l'art comme un acte essentiel dans l'espace. C'est pas un luxe, c'est pas un élément qu'on vient rajouter dans un espace. C'est un acte qui doit se réfléchir depuis le début et se concevoir autant au même moment qu'on conçoit un espace urbain, au même moment qu'on conçoit l'architecture. C'est vraiment un acte qui doit être en fusion totale avec l'espace. Et là, ça transforme aussi l'art et ça le rend beaucoup plus accessible parce que c'est plus juste un luxe qu'on vient poser dans un espace et qu'on contemple de loin. Mais c'est une façon de questionner l'espace et d'engager le public dans l'environnement, dans la ville. Et pour moi, le 1% artistique implique finalement cette intervention qui vient à la fin. Et plutôt, on est à la recherche de dialogue et de construction commune. On revient sur la notion de monument, c'est-à-dire que le monument interroge la mémoire. Et si jamais cette alchimie, cette harmonie se passe, le bénéfice est multiple, autant pour l'architecte que l'artiste, que pour toutes les personnes qui vont vivre ce lieu. Et c'est là où on va vraiment toucher du doigt, non pas la monumentalité, parce que je pense que c'est un terme aujourd'hui qui est très galvaudé, mais cette notion de monument. Il y a Versailles aussi dans votre travail, vous avez réalisé les belles danses. C'était un peu cette idée-là de travailler très en amont du projet avec un paysagiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet, peut-être sur cette manière dont vous avez travaillé? Oui, Versailles, c'est un projet que j'ai fait avec Louis Bénèche, qui est landscape architect, donc architecte des jardins, et qui lui a voulu justement pour rappeler l'histoire de Versailles, s'associer à un artiste, puisque Versailles, c'était Lebrun et Le Nôtre qui ont travaillé ensemble pour construire les jardins, et donc il a voulu un peu comme ça retrouver ce dialogue
Et il connaissait pas mon travail, il l'avait vu au Centre Pompidou quelques mois avant, et donc il m'a appelé en me proposant de... Moi, je connaissais pas le sien non plus, j'ai dit oui tout de suite parce que c'était Versailles. Et donc après, je me suis rendu compte que c'était un paysagiste extraordinaire avec un talent fou. Et on a travaillé vraiment dès le départ, mais sur plutôt des notions de comment approcher un lieu comme Versailles qui est tellement figé, puisque rien n'avait bougé depuis Louis XVI, en fin de compte. Enfin, pas au niveau du jardin, puisque les jardins ont évolué jusqu'au XIXe siècle, mais au niveau de la sculpture, rien n'avait bougé depuis Louis XVI. Donc la pression était quand même assez lourde de se dire, voilà, je vais intervenir en tant qu'artiste à Versailles de façon pérenne, puisque rien n'avait été fait depuis Louis XVI, et puis de laisser quelque chose là. Mais son rapport à l'histoire, c'est-à-dire cette idée de faire un jardin contemporain qui serait en même temps un hommage à l'histoire passée, c'était quelque chose qui, moi, m'intéressait dans mon travail. Donc j'ai fait beaucoup de recherches sur ce que c'était que ces jardins, comment ils étaient utilisés, quelle était la place de l'art, quelle était la place de la danse, puisque le roi était un roi dansant, Louis XIV. Et donc j'ai trouvé ces calligraphies incroyables, faites par feuillet, qui ressemblaient tellement à mes sculptures, qui étaient des sortes de choses abstraites et qu'aujourd'hui seuls quelques petits rats de l'opéra savent encore lire, mais qui sont vraiment l'écriture de la danse qu'avait mis en place Louis XIV pour qu'on sache danser la danse baroque et surtout la transmettre, que j'ai redessiné, retravaillé de façon à ce qu'on ait à nouveau le roi qui danse sur l'eau et qui après deviennent des fontaines, quoi. Donc ça a été un projet formidable, très très tendu, puisque c'était une grosse compétition. On était 50 cabinets d'architectes de jardin du monde entier, et nous étions les seuls à concourir en duo entre un artiste, un jardinier, puisqu'il aime qu'on l'appelle jardinier, et un artiste. Je vais m'autoriser une petite pirouette façon Louis XIV sur scène. Ces calligraphies rappellent aussi étrangement ces autres calligraphies que vous avez inaugurées très récemment au Qatar, en marge du Musée national du Qatar, conçu par Jean Nouvel. Peut-être que pour conclure, vous pouvez nous présenter ce beau projet, cette belle réalisation. Oui, alors ça, c'est un projet qui est né complètement de Versailles, puisque c'est cette visibilité incroyable qu'apporte aussi ce dialogue entre art, architecture, monuments historiques. C'est une chance qu'on a en France, qu'on n'a pas très rarement dans d'autres pays, où le patrimoine culturel est ancien et donné à la relecture des architectes et des artistes. Donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a en France. Et cette chose est très regardée. Et évidemment que Versailles a ouvert mon travail à un public que je ne soupçonnais pas, qui n'est ni le public des grands musées, ni le public des galeries, qui est vraiment un public autre, comme ça, politique, international. Et donc ces fontaines de Versailles ont été vues au Qatar. Et on m'a proposé un projet comme ça de fontaine pour le Qatar. Et très vite, s'est posé la question de où les mettre dans Doha. Et le désir, je dirais, de la Chéra, qui dirige le programme culturel de l'art en espace public, a été de créer un dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel. Moi, je connaissais Jean Nouvel, je connaissais ce grand architecte, ce monument, on pourrait dire, de l'architecture française. Et je me suis dit, je ne peux pas faire ce projet sans être au plus près de lui, même au moment de la réflexion. Donc, je suis allé le voir tout de suite en disant, voilà, on me propose un projet, on me propose qu'il soit face à ton bâtiment. Déjà, est-ce que tu es d'accord que ce soit moi ? Parce que je savais que de toute façon, s'il n'était pas d'accord, ça ne se ferait pas. Parce que les architectes ont un grand pouvoir, malgré tout, plus que les artistes, je pense, sur l'espace de la ville. Donc quand un architecte ne veut pas d'un artiste, en général, l'artiste ne peut pas s'exprimer, ce qui n'est pas le cas à l'inverse. C'est-à-dire qu'un artiste ne peut pas faire changer l'architecte, je pense. Donc je suis allé vers lui au plus tôt, parce que je ne voulais pas travailler dans ce projet sans être
dans la confiance, dans sa confiance à lui. Et il m'a vraiment ouvert les bras. Il m'a dit, écoute, oui, pourquoi pas, travaillons ensemble. Donc j'ai commencé à dessiner et je lui ai montré très tôt les premiers dessins qui étaient justement cette idée d'intervenir sur son lagon, puisque ce lagon qu'il a construit entre la mer et le musée est un espace, une sorte d'utopie de bord de rivage qatari, puisqu'il a recopié le rivage qui existait avant pour le coller à son bâtiment et en créant un lagon artificiel. Et je me suis dit, moi, si j'interviens, il faut que j'intervienne, je dirais, dans les interstices de ce lagon, comme quelque chose qui viendrait se glisser comme une sorte de végétal, donc de bambou. Et donc j'ai commencé à réfléchir à cette idée d'œuvre qui serait très végétale et qui viendrait s'égrener comme ça le long du lagon. Et puis, et très vite, l'idée de la calligraphie, je dirais, est revenue, parce que ces bambous, justement, qui poussent dans l'eau, sont aussi les bambous que le calligraphe taille pour dessiner des calligraphies. Donc c'est aussi l'outil qui sert à la calligraphie. Et je me suis dit, pourquoi ces bambous, ces végétaux ne deviendraient pas, sous un autre angle de vue, des lettres ou des évocations de lettres arabes, puisque moi-même, je n'écris pas l'arabe et je ne suis pas calligraphe. Donc j'ai eu la chance d'avoir un calligraphe qui vienne à l'atelier à Paris, envoyé par Doha, pour m'expliquer un peu ces règles de calligraphie, comment elles étaient construites, ce rapport... je dirais au volume, au module, une sorte donc qui est cette lettre alpha, la première alif en arabe, et qui sert de modulor à toutes les autres lettres, et donc qui permettent à toutes les autres lettres de se développer autour. Et donc je suis parti de cette première lettre et que j'ai déployée, et avec aussi ce désir de ne pas qu'il n'y ait pas de mots ou de textes ou d'écrits, que ça soit plus un hommage à l'écriture, à la calligraphie, à son reflet, à ce reflet dans l'eau qui est un peu comme l'encre qui vient se diluer quand je dessine mes aquarelles. L'eau ressemble beaucoup à cette eau-là, où il y a une sorte de reflet comme ça qui se perd. Et voilà, et donc j'ai fait ces sculptures de façon à ce qu'elles viennent le long du bâtiment, un peu comme une sorte de travelling, puisque le bâtiment est tellement énorme. Il faut voir que voilà, on a 1 km² de lagon, on a tout ce bâtiment, cette façade blanche comme ça, et on n'a aucune vision globale du projet, c'est-à-dire qu'on ne le voit qu'en se promenant. Et donc en se promenant, les œuvres s'interpénètrent et créent elles-mêmes des masses de lettres qui ne sont même plus lisibles, qui deviennent vraiment des sculptures abstraites. Donc voilà, et donc c'est un projet qui a pris quand même 3 ans, dans une confidentialité totale, où j'avais absolument pas le droit d'en parler, ni Jean, ni personne, pour être révélé il y a 10 jours, lors de l'inauguration du musée. Et voilà, donc c'est un projet où j'ai dû démultiplier mes équipes. Il y a plus d'une centaine de personnes qui travaillent sur ce projet au total, avec tous les artisans, tout a été fait en France, tout a été envoyé par bateau. Il y avait 7 containers qui sont partis du studio. J'ai dû louer un 2e atelier encore plus grand. Enfin, ça a été une aventure, une vraie aventure à l'échelle du paysage qatari, à l'échelle aussi de cette ville qui se crée, puisque c'est ça qui est formidable dans un projet comme celui-là, c'est qu'on crée la ville. On part de rien, on arrive, voilà, c'est une ville qui sort du désert, et pour un artiste, être au début d'une histoire, c'est formidable, parce qu'en général, on arrive, comme vous le disiez, toujours un peu après. Bah merci en tout cas pour cette belle histoire. Je voudrais proposer la parole à l'audience, si vous voulez poser des questions. Alors attendez, on va vous donner un micro pour qu'on puisse vous entendre. Oui, bonsoir, merci. Je m'interrogeais par rapport à la couleur de vos réalisations et de l'emplacement. Comment vous les avez dispersées, enfin.
implanté dans le bassin? Est-ce que c'est générique? Comment vous êtes? Est-ce qu'il y a des symétries? Enfin, voilà. Et la couleur surtout aussi. La couleur, pour moi, elle s'est vraiment imposée par rapport à l'architecture de Jean Nouvel, c'est-à-dire comme c'est une architecture très blanche, j'avais envie que ça soit vu aussi comme une sorte de silhouette féminine, puisque au Qatar, les femmes sont habillées en noir et les hommes en blanc, donc on pourrait dire que le bâtiment est très masculin et les sculptures très féminines, bien que pour une fois, je trouve le bâtiment de Jean Nouvel très féminin, très comme ça, dans l'ensablement. C'est quelque chose de très sensuel. Les matériaux sont vraiment très beaux. Je pense que c'est un de ses plus beaux bâtiments en termes de sensualité. C'est un bâtiment très, très sensuel. Et donc, j'avais envie d'avoir une couleur qui soit en même temps une matière. Donc, c'est un noir qui est une sorte de céramique, en fin de compte, projetée. Et qui donne cette profondeur parce que évidemment je ne pouvais pas travailler avec du verre au Qatar puisque le verre n'aurait pas survécu aux conditions qui sont des conditions les plus terribles pour une œuvre en espace public, c'est-à-dire qu'on est au bord de la mer, que les fontaines sont faites avec de l'eau salée, qu'on a 50 degrés minimum l'été qui tape sur le matériau. Donc les conditions sont extrêmes, donc il fallait trouver aussi un matériau qui puisse résister à tout ça et qui en même temps soit assez sensuel. Donc il faut imaginer que chaque perle par exemple a été martelée à la main pour lui donner ce côté baroque, un peu comme j'ai voulu retrouver le geste du verrier qu'on voit dans les perles de verre où on sent la main du verrier et le souffle du verrier. Donc là chaque perle a été fait par ce système de dinanderie, donc qui est de martelage. Donc il y a eu un travail dingue de peaufinement de chaque module qui allait être mis sur des grandes tiges de métal qui servent aussi en même temps à amener l'eau. Et après, pour le positionnement, alors là c'est la magie de la 3D d'aujourd'hui, chose qui est formidable puisque on peut vraiment travailler, prévisualiser. Et bon, moi, je travaille avec une équipe. Je suis pas seul, tout seul face à tout ça. On est plus d'une dizaine à travailler ensemble dans mon studio, avec des gens qui maîtrisent des outils que je ne maîtrise pas, qui sont les 3D, qui sont très proches d'un cabinet d'architecte, en fin de compte. Et donc, ça me permet de visualiser mes sculptures dans l'espace et de vraiment les positionner justement par rapport à cette idée de vision abstraite de face qui ressemble à un roseau, qui devient une lettre de profil. Donc tout ça, on l'a vraiment anticipé. On a fait une énorme maquette qui fait, je crois, 4 mètres de long dans l'atelier où j'ai pu faire toutes ces petites sculptures à l'échelle à 1/10, donc et de les positionner comme ça vraiment précisément. Et après, on a reporté ça sur des plans et on est allé sur place avec nos plans, nos repères. On les a pas placés par satellite, mais on aurait pu. C'était presque ça. Je crois qu'on a tous les secrets de fabrication de l'œuvre. Est-ce qu'il y a une autre question? Ne me dites pas que je les ai toutes posées. Bon, est-ce que Lina, tu veux réagir une dernière fois ou face à cette œuvre? Dire que c'est magnifique. C'est simplement magnifique parce que ça crée. En fait, ce qui est fantastique, c'est de pouvoir reconnaître des lettres, mais à la fois qu'elles s'abstraient complètement avec le mouvement dans l'espace. Et donc il y a un mouvement, ça incite à un mouvement permanent, et j'ai juste envie d'aller voir. Non, ce que je voulais juste dire aussi, c'est qu'un projet comme celui-là, c'est un projet aussi qu'on a vraiment anticipé, même dans la forme des jets, puisque l'idée, c'était, dans ce rapport à l'architecture, c'était d'être à l'intérieur du bâtiment de Jean Nouvel. C'est-à-dire que quand on voit les sculptures, là on les voit en premier plan, mais quand on voit les jets, ils viennent vraiment épouser les pétales de la rose des sables de Jean Nouvel, et donc viennent vraiment embrasser les formes données par Jean Nouvel. Donc les positions des jets ont aussi été anticipées par ordinateur, avant même de les régler sur place, où là il y a eu encore un mois de réglage sur place, où là on a
travailler vraiment avec des fontainiers à l'ancienne, avec des robinets, quoi, pour arriver à caler les jets en fonction des points de vue sur l'architecture. Donc il y a vraiment un dialogue très, même si je suis arrivé 6 ans après le début du chantier, puisque le chantier a commencé il y a 9 ans et que moi je suis arrivé il y a simplement 3 ans, il y a quand même un dialogue qui s'est instauré dès le début entre l'atelier de Jean Nouvel et le mien, pour qu'on arrive à créer cette osmose visuelle entre les deux, et surtout jouer des temporalités différentes. C'est-à-dire que la journée et la nuit, c'est très différent. La nuit, ça devient vraiment théâtral, ce sont vraiment les grandes eaux, comme on pouvait les voir à Versailles, mais puissance 5, quoi. Puis surtout, je voudrais aussi rendre hommage à la Galerie Perrotin, parce qu'un projet comme ça, c'est un projet aussi qui naît aussi d'une collaboration forte avec la galerie. Et on n'arrive pas tout seul, comme ça, au Qatar, parachuté, quoi. C'est vraiment un travail, puisque la première fois que j'y suis allé, c'était en 2012, avec la galerie. On a établi un dialogue autour de mon travail qui s'est réalisé à travers ce projet. Donc c'est une longue aventure. Non, c'est très agréable je trouve ça assez génial d'entendre Jean-Michel, où on parlait de quel est le lien entre l'art et l'architecture. Je pense qu'il suffit de l'entendre, de voir que finalement, là aujourd'hui, il est dedans, quoi. Il ne parle que d'architecture, que de ça. Donc, il faut absolument qu'on continue tous ensemble. Faisons un projet à 3. Voilà. Écoutez, merci infiniment. Merci beaucoup.